Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions, bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu spécifique, c'est la situation économique et financière dans la zone CEMAC. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en séjour à Oyo, a reçu le président de la commission de la CEMAC et le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. En tout cas, ils ont passé au peigne fin la situation économique et financière de la sous-région. Des mesures sont prises et c'est justement à cet effet que nous recevons dans cette émission le ministre délégué au budget, M. Ludovic Gatier. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, M. Obargui. À Oyo, où le président de la République, Denis Sassou Nguesso, était en séjour, a reçu une délégation de la CEMAC, une délégation au personnel niveau, composée essentiellement du président de la commission de la CEMAC et du gouverneur de la BEAC. Vous-même, vous avez assisté à cette audience. Qu'est-ce qui s'est dégagé au sortir de cette audience? Alors, donc, le président a reçu le président de la commission de la CEMAC et le gouverneur de la BEAC pour faire un point d'horizon sur la situation économique de notre sous-région. Et donc, il a s'agi essentiellement de voir comment les États ont pu se débrouiller par rapport à la crise actuelle qui a deux dimensions, sanitaire, donc liée au Covid-19 et économique avec tous les corollaires que cette pandémie a entraîné sur le plan économique donc au niveau mondial. Chez nous ici, c'est précisément lié à l'effondrement des cours des matières premières, principalement du pétrole, et aux conséquences des mesures de confinement qui ont été mises en place dans nos 6 pays et qui ont conduit à une dégradation de l'activité économique, ce qui se ressent dans la gestion financière des États. Voilà, donc c'est tout ça que ces deux hautes autorités ont bien voulu présenter au chef de l'État. Et d'ailleurs, on a eu d'autres aspects, notamment liés au Congo spécifiquement, que je pourrais évoquer avec vous. Effectivement, en ce qui concerne la zone CEMAC, il y a une certaine opinion qui parle de la récession. Est-ce qu'on est vraiment dans la récession de la zone CEMAC? Si c'est le cas, quelles sont les mesures qui sont prises pour sortir de cette récession? La zone CEMAC, comme le reste de l'économie mondiale, sera en récession cette année. C'est vrai que pour notre zone, elle est de l'ordre de moins 3,1%. Le Congo est un peu plus parce que le Congo dépend beaucoup des cours de matières premières, principalement du pétrole. La zone CEMAC est déjà en profonde réforme depuis 4 ans. Vous savez qu'en 2016, les chefs d'État ont décidé d'adopter un lot de réformes structurelles, économiques et financières pour moderniser nos économies et nous permettre en fait d'avoir une croissance forte et inclusive. Voilà, c'est tout ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir un niveau de récession acceptable si on compare aux pays développés. Vous voyez bien qu'en France, on parle de 13 à 15%. Dans les grands pays, c'est autour de 10%. Et nous, ici, on est plutôt à 3%, ce qui est quand même acceptable. Alors, un programme de réforme est mis en place au niveau de la CEMAC. Quelles sont les grandes articulations de ce programme? Ces programmes sont aujourd'hui structurés aussi au niveau des programmes signés par chaque pays avec le Fonds monétaire. Donc, il s'agit essentiellement des mesures d'amélioration de la gouvernance, des mesures de gestion financière et de collecte des ressources, des mesures de diversification des économies. Voilà, c'est dans les 3 directions que vont les réformes qui ont été adoptées par les différents pays de la CEMAC. Alors, à propos du Congo, il y a un accord qui avait été signé avec le Fonds monétaire international assorti de 48 conditions. Est-ce que ces conditions intègrent justement les réformes entreprises au niveau global, au niveau de la CEMAC?
En fait, la CEMAC n'a pas attendu le Fonds monétaire pour mettre en place des réformes. Et donc, nous avions déjà, dans les réformes qui ont été négociées avec le Fonds monétaire, les mêmes réformes avec la CEMAC, et qui concernent donc l'amélioration de la gouvernance, la gestion financière de l'État, les réformes fiscales et budgétaires, une panoplie de réformes que nous avons de notre côté déjà mis en œuvre. Et pour ce qui est de l'essentiel des réformes structurelles, elles sont déjà en application. Les réformes budgétaires sont en cours, donc vous voyez toute l'effervescence qu'il y a autour de l'amélioration des outils de collecte des impôts avec e-tax, au niveau des douanes, e-douanes, la gestion financière et budgétaire avec SIGFIP. Nous avons aussi initié des grands chantiers tels que le NEW, c'est-à-dire que le NEW, c'est en fait la création d'une base de données de contribuables qui nous permettra demain de tracer quasiment l'ensemble des transactions que réalisent tous les opérateurs économiques dans notre pays. Voilà, ce sont toutes ces réformes-là qui nous permettront demain d'avoir une meilleure collecte des impôts, une meilleure tenue de notre comptabilité, une meilleure gestion budgétaire de nos finances publiques. Ce sont des réformes qui sont en cours d'exécution déjà. Oui. Vous parlez en termes de projet, vous dites demain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut évaluer l'impact de ces réformes sur la gestion des finances publiques? Ces réformes ont été conçues, implémentées et sont en cours de lancement. Par exemple, je vous prends le cas de SIGFIP, qui est le système intégré de gestion des finances publiques. Il a été officiellement lancé le 17 août. Je vous parle par exemple de e-tax. E-tax a été lancé en début juillet. Je vous parle du NEW. Le nouveau NEW a été lancé courant août. Voilà. Toutes ces réformes sont lancées, mais ne produiront leurs effets qu'une fois que tous les contours des réformes seront appliqués. Et nous pensons que nous avons déjà le bénéfice de ces réformes avec l'amélioration des recettes. Vous avez suivi il y a 2 semaines que nous sommes en train de mettre en place, de faire voter au niveau du Parlement, une nouvelle loi de finances rectificative sur le budget 2020. Cette loi de finances rectificative montre que les recettes de l'État ont augmenté de l'ordre de 500 milliards. Et du coup, le budget va également augmenter, le budget 2020 va augmenter. Nous avions un impasse budgétaire de l'ordre de 700 milliards. Nous avons montré qu'on pouvait collecter plus. Donc cela réduit cette impasse budgétaire, c'est-à-dire ce déficit. Mais nous avons aussi réduit les dépenses de l'État. Donc d'un déficit qui était de l'ordre de 780 milliards, nous n'aurons qu'un déficit d'autour de 130 à 150 milliards, ce qui est un effort considérable par rapport à la situation de départ qui était celle des mois d'avril, quand on était en confinement et quand on a voté la première loi de finances rectificative. Voilà, donc le travail se fait pour contenir les dépenses, améliorer les recettes, réduire les déficits au niveau de l'État et donc arriver à une meilleure soutenabilité des finances publiques et donc une meilleure soutenabilité de la dette publique. Alors, monsieur le ministre, quelle est la situation actuelle entre le Congo et le Fonds monétaire international? Nous continuons les discussions avec le Fonds monétaire international. Ces discussions ne sont pas faciles parce que le Congo était juste en train d'appliquer sur 8 mois le programme avec le Fonds monétaire quand la crise est arrivée. Cela a aggravé la situation que vous connaissez, donc la chute des recettes, l'augmentation des dépenses liées notamment aux dépenses pour faire face à la pandémie, ce qui n'arrange pas les choses par rapport aux engagements que nous avons pris. Mais qu'à cela ne tienne, le Congo a rempli sa part d'engagement, en ce sens que nous avons respecté toutes les mesures structurelles, l'essentiel des mesures d'organisation comptable et financière. Nous nous sommes engagés à améliorer les recettes intérieures. C'est ce que la nouvelle loi de finances rectificative montre. Nous avons fait l'essentiel de ce qu'on pouvait faire dans ces circonstances. Et donc, nous continuons à discuter avec le Fonds monétaire pour bénéficier de la facilité d'urgence. Je signale par ailleurs que la facilité d'urgence, c'est l'aide d'urgence liée à la pandémie. Cette aide, normalement, n'est soumise à aucune condition. Mais le Fonds monétaire nous a obligés de faire un travail de fond en comble sur l'application du programme, ce que nous avons accepté, que nous faisons. Mais nous attendons aujourd'hui que des décisions se prennent à leur niveau. De ce que nous entendons, de ce qui se passe au niveau du Fonds monétaire international, nous pensons qu'on pourra avoir une réponse d'ici mi-décembre. Parce que selon certaines sources, le Fonds monétaire international a débloqué de l'argent, une certaine somme,
pour quelques pays de la CEMAC, mais sauf le Congo. Non, nous ne sommes pas le seul pays où l'aide n'a pas été encore débloquée. Cette situation n'est pas définitive en fait. Elle n'est pas définitive. Il y aura de l'aide finalement voilà, qui viendra du Fonds monétaire international. Voilà, sur les 6 pays de la CEMAC. C'est juste la patience, il faut garder la patience. Voilà, sur les 6 pays de la CEMAC, il y a 4 qui ont déjà reçu. Il reste la Guinée équatoriale et le Congo. Mais les institutions financières internationales, à savoir le Fonds monétaire international, s'y sont engagées pour que ces 2 derniers pays soient aussi soutenus comme les autres pays, parce que ces pays ont fait des efforts dans le cadre des programmes qui sont actuellement en cours. Alors, en ce qui concerne les finances, c'est le nerf de la guerre. Nous connaissons la situation actuelle du pays, mais le président de la commission de la CEMAC, le gouverneur également, ont semblé dire qu'il y a eu de l'argent qui a été éjecté dans les économies des États pour leur permettre de soutenir la situation actuelle et sortir peu à peu de la crise. Effectivement. Comment c'est fait exactement? Sur les soutiens de la Banque centrale et des institutions communautaires aux différents États, cela se passe sous, en gros, 2 angles. Donc, vous avez un angle de soutien direct financier aux États. Donc, c'est le soutien Covid que nous avons reçu de la BEAC. Donc, chaque État a reçu environ 15 milliards de la BEAC. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont les mesures monétaires et financières qui ont été mises en place par la Banque centrale pour soutenir les États, notamment en permettant aux banques d'aller se refinancer plus facilement auprès de la Banque centrale, de manière à faire crédit aux opérateurs économiques. Donc, c'est beaucoup plus à ce niveau-là que ce soutien a été important. Et d'ailleurs, il y a un dernier soutien qui est en cours, c'est qu'on permettrait aux États d'émettre des obligations de l'ordre de 100 milliards qui seraient réescomptées au niveau de la Banque centrale. Voilà, donc la Banque centrale a joué son rôle de soutien aux économies pendant cette phase, parce que les taux directeurs ont baissé, parce que les instruments de refinancement auprès de la Banque centrale ont été augmentés, en ce sens que les banques ont eu une palette d'instruments pour se refinancer. En fait, la palette d'instruments de refinancement auprès de la Banque centrale a été élargie au niveau des banques, ce qui leur permet en fait de mieux passer la crise. Mais par ailleurs, la COBAC a aussi assoupli les obligations prudentielles des banques durant cette crise, de manière à leur permettre de passer la crise. Voilà, ce qui nous permet de parler de la situation des banques au niveau du Congo. Est-ce que les banques soutiennent l'économie nationale actuellement? Est-ce qu'elles sont rassurantes par rapport aux efforts que fait le gouvernement pour gérer cette crise? Est-ce que les banques accompagnent finalement ces efforts? Donc sur les politiques qui ont été mises en place, le gouvernement localement a pris des mesures pour soutenir nos banques et nos entreprises. Vous vous rappelez qu'au mois d'avril, il avait été mis en place des mesures d'ordre fiscal pour permettre aux sociétés, y compris les banques, d'avoir des échéances et des moratoires avec l'administration, de manière à ne pas trop souffrir sur le plan fiscal pendant cette période de crise. Par ailleurs, le gouvernement a aussi, dans le cadre du Club de Brazzaville, mis en place une palette de mesures qui permettent de soutenir nos banques. Vous savez, le Club de Brazzaville, c'est quoi? C'est, premièrement, lever des fonds sur les marchés pour éponger de manière indirecte la dette des entreprises qui doivent à l'État et qui doivent en même temps aux banques. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État prend de l'argent sur le marché, demande combien les entreprises à qui elles doivent aussi aux banques et paient directement aux banques. Ces montants sont de l'ordre de 130 milliards sur les 300 milliards du Club de Brazzaville. Voilà. Et derrière, le gouvernement a aussi financé les grandes entreprises vers lesquelles elles devaient de l'argent. En ce sens qu'elles s'est obligée à rembourser près de 190 milliards restants les entreprises. C'est un soutien énorme à la relance de l'activité économique parce qu'en remboursant les entreprises, celles-ci se sont engagées à réinvestir dans l'économie, mais aussi à développer les activités au Congo. Donc, le Club de Brazzaville
est un instrument de relance de l'activité économique au Congo. D'abord en assainissant la situation des banques, puisque si les banques ont moins de créances en souffrance vis-à-vis du système économique, elles auront plus de possibilités pour prêter. Mais par ailleurs, l'État a aussi mis de l'argent dans les mains des entreprises pour qu'elles réinvestissent directement, en dépit du fait qu'elles ont déjà la possibilité de repartir encore devant les banques pour prêter et pour financer leurs activités. Mais vous savez qu'il y a aussi une partie qui concerne la dette sociale qui sera payée. Et d'ailleurs, dans le cadre des entretiens avec le gouverneur, la partie spécifiquement congolaise concernait la gestion du système bancaire congolais et la gestion de l'opération Club de Brazzaville. Parce que pour avancer rapidement dans le Club de Brazzaville, nous attendions des décisions de la Banque centrale. Le gouverneur nous a rassuré que d'ici le début de la semaine prochaine, nous aurons les documents écrits qui montrent que la Banque centrale soutient l'opération du Club de Brazzaville en nous accordant ce qu'on appelle la pondération nulle. Qu'est-ce que la pondération nulle? C'est, vous savez, dans la division des risques, c'est-à-dire que dans la capacité des banques à prêter aux États ou aux opérateurs, on ne peut pas dépasser un certain montant par opérateur économique ou par État. Ce montant est de l'ordre de 5%. Or, avec le Club de Brazzaville, les banques allaient exploser ces critères-là. Donc, nous avons demandé à la Banque centrale de faire exemption aux banques qui ont souscrit à l'opération du Club de Brazzaville, de manière à leur permettre de continuer cette opération et de finaliser l'opération. Voilà, c'est ce que nous avons obtenu de la Banque centrale et qui sera mis en place pour que les transferts financiers, c'est-à-dire que les guichets des banques soient ouverts dans le cadre du Club de Brazzaville aux opérateurs qui sont éligibles. Pour cela, et vous l'avez bien dit, le Club de Brazzaville est un instrument important et efficace. Mais quelle garantie donne l'État au Club de Brazzaville? Le Club de Brazzaville, en fait, tout se passe comme si les créanciers de l'État lèvent les fonds auprès des banques pour être payés et l'État paye en dernier ressort les banques. L'État est en fait le débiteur final des 300 milliards qui sont payés au système bancaire et aux entreprises à qui l'État doit de l'argent. La garantie que donne l'État, c'est de rembourser ces 300 milliards à terme. Cela exige de la part de l'État une amélioration de sa gestion financière parce que c'est des engagements de plus. Nous avions une dette dormante puisque les opérateurs économiques ne nous exigeaient pas de payer au jour le jour à cadence précise cette dette. En la bancarisant, en la mettant sur le marché, il y a désormais des échéanciers fixes mensuels que l'État doit respecter. Et ça veut dire qu'en fait, il faut que nous nous organisons au niveau de l'État à améliorer le recouvrement des taxes parce qu'en réalité, nous ne payons nos dettes que par rapport aux recettes mensuelles que nous pouvons avoir. Ces recettes sont de deux ordres. Ce sont les recettes fiscales et les recettes liées au pétrole. Vous savez bien que le pétrole aujourd'hui ne nous rapporte plus autant qu'avant. Donc nous basons la gestion financière de notre pays sur les recettes de la fiscalité et des douanes. Et donc ça veut dire que demain, il faut que nous travaillions mieux pour mieux collecter ces recettes pour être en mesure de payer nos dettes et de faire face aux dépenses de l'État, qui sont les dépenses de salaire, de biens et services et les dépenses de transfert. À propos des banques, quelle est la situation actuelle de la BCH? Alors la BCH, comme vous le savez, connaît quelques difficultés liées au fait qu'elle a eu pendant un bon moment des problèmes à faire face à son objet social. Normalement, c'est une banque qui est chargée de financer l'habitat au Congo. Même si c'est vrai ça reste une banque universelle, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait les autres opérations bancaires que font les autres banques. Mais son objet principal, c'était d'abord de financer l'habitat. Vous savez bien autant que moi que cet objet n'a pas été complètement réalisé. On ne revient pas sur les causes, mais le gouvernement travaille en ce moment pour que cette banque soit restructurée. Restructurée comment? D'abord en la récapitalisant et en améliorant la gouvernance. Voilà, ce sont ces engagements que le gouvernement a pris vis-à-vis de la COBAC et de la Banque centrale. Nous avons procédé il y a 3 semaines à l'augmentation de capital de la BCH de l'ordre de 13 milliards. La réalisation de l'augmentation de capital est en cours et c'est ce que nous avons donc mentionné à la Banque centrale pour qu'elle soutienne le gouvernement afin que cette restructuration soit menée à bout et que demain on puisse éventuellement vendre cette banque à des investisseurs dans les meilleures conditions. Parce que si on le fait dans les conditions d'aujourd'hui où elle a perdu quasiment ses fonds propres,
on la vendra pas pour un moins prix cher. Voilà. Donc nous voulons d'abord la restructurer et puis La rendre améliorer, performante. la rendre performante, notamment en améliorant son portefeuille d'activité. Il y a tout ce qui est digitalisation qui va être faite. Il y a l'amélioration du portefeuille d'activité, notamment avec la commercialisation de plusieurs immeubles qui ont été construits ici et là dans le pays. Il y a aussi des investisseurs qui nous ont promis d'investir dans la banque avec des dizaines de milliards qui viendront pour financer des projets immobiliers au Congo. C'est tout ça que nous voulons concrétiser pour que la Banque congolaise de l'habitat, BCH, reparte de bon pied et participe de manière efficace demain. À vous entendre parler, Monsieur le ministre, on a l'impression que la situation économique et financière du Congo n'est pas alarmante. La situation économique de notre pays est très difficile. Nous serons toujours en récession cette année. Le budget que nous avons présenté pour 2021 montre qu'on sera en croissance l'année prochaine, mais cette année, nous serons, la loi de finances rectificative dit que nous serons en récession de l'ordre de 8 à 12%. Alors là, c'est trop, là, Donc la situation économique est difficile puisque vous le voyez bien, en termes de recettes, nous ne sommes pas au niveau de 2019. On va clôturer avec au moins moins 30 à moins 40% de recettes en moins. Même si nous avons fait des efforts pour maîtriser la dépense et réduire le déficit que cela pourrait engendrer. Mais ça reste une année qui est difficile. Mais nous sommes optimistes puisque nous sommes au front. Vous voyez bien que... Ce qui suppose que l'outil économique est très faible au Congo. Ce n'est pas une question d'outil économique. Vous voyez, même en France, même aux États-Unis, cette année sera une année de récession. Pourtant, c'est des grands pays. Non, la crise qui nous a frappés est une crise... C'est du jamais vu en termes d'ampleur. Parce qu'on a vu des pays bloqués pendant 2-3 mois. Vous voyez bien que les autres pays qui n'ont pas maîtrisé les aspects sanitaires, notamment du Covid, continuent encore à confiner les gens. Nous espérons que le confinement que nous avons fait en avril-mai est suffisant. Mais les autres pays, vous voyez qu'ils sont repartis en confinement. Donc, les effets dévastateurs de la crise Covid sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ça dépasse même la crise de 1929. Ça dépasse la crise de 2008. Et donc, on ne peut pas dire que c'est parce que notre base économique est faible. Même si on avait la meilleure des bases économiques, on serait malgré tout en récession. Voilà. Donc, mais nous avons continué à faire des efforts. Le club de Brazzaville est une première réponse d'envergure. Il n'y a aucun pays de la CEMAC qui a pu injecter 300 milliards pour relancer son économie comme nous le faisons aujourd'hui. Et donc, le gouvernement ne reste pas bras croisés, au contraire, on continue à se battre. Vous voyez que le gouvernement se réunit quasiment toutes les semaines. Hein. Voilà. Parfois donc, ça veut dire fois par semaine. Voilà, ça veut dire que le gouvernement travaille, cherche des solutions pour résoudre les problèmes qui s'opposent à nous, notamment liés à la crise, et à la crise aussi bien économique que sanitaire, pour ne pas que le pays reste la tête dans l'eau. Et ces efforts porteront leurs fruits dès l'année prochaine, malgré le caractère dévastateur de la crise que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre, les efforts sont engagés par le gouvernement. Le club de Brazzaville s'est engagé pour appuyer l'État congolais dans le paiement de la dette intérieure. Les salaires sont payés, tout ça ce sont des efforts. Mais le côté social, les retraités, les étudiants, ils broient du noir. Oui. Effectivement, les ressources que nous mobilisons aujourd'hui ne nous permettent pas de faire face à l'ensemble des dépenses courantes de l'État. C'est bien ça qui justifie le fait que nous sommes vraiment en crise et que nous devons continuer à travailler pour avoir une base financière qui nous permet de couvrir l'ensemble des dépenses. Est-ce qu'il y a une solution à long terme par rapport à cette situation des retraités, des étudiants? Bien sûr. Pour ce qui est des étudiants, c'est vrai qu'il y a des arriérés antérieurs, mais nous faisons des efforts pour que, à la fin de cette année, qu'il n'y ait pas beaucoup d'arriérés, principalement en ce qui concerne les étudiants qui sont dans le pays. Les retraites, nous connaissons effectivement des difficultés. Parce qu'en début d'année, on a augmenté le fichier des retraités de l'ordre de 40%. On est passé de 29 000 retraités à près de 40 000. Donc de 27 000 à 40 000. On est passé d'un montant mensuel de retraite de l'ordre de 5 milliards à presque 10 milliards. On a doublé. De l'autre côté, on n'a pas recruté. Voilà, cela n'a pas été prévu dans le budget initial. Et par ailleurs, en même temps, nous avons subi la crise qui nous réduit les recettes de l'ordre de 50%. Vous voyez bien que l'équation est extrêmement difficile. Mais nous faisons des efforts pour qu'on paye petit à petit. Mais nous sommes en train de réfléchir sur les moyens
d'un financement périn des retraites sur les années à venir. Et ce travail est en cours. Nous espérons qu'il nous permettra de trouver les solutions pour financer les retraites de nos anciens. Voilà, je rappelle que nous recevons là le ministre Ludovic Gattier, il est ministre délégué au budget. Monsieur le ministre, merci de nous avoir donné des éclaircissements sur ce que le gouvernement est en train de faire sur le plan économique et financier, sur le plan social également. Monsieur le ministre, si je vous disais de conclure cet entretien, que direz-vous? Voilà, je veux juste vous remercier pour cette réception. Je voudrais m'adresser donc aux opérateurs économiques, à nos compatriotes principalement, de comprendre que la crise que nous subissons est une crise sans précédent. Elle est sanitaire, elle est sociale parce que le tissu social est largement entamé, elle est économique parce que nous avons perdu 50% de nos recettes, qu'elles soient pétrolières ou intérieures, donc fiscales et douanières. L'État n'a pas les moyens de faire face aux dépenses. Mais depuis 8 mois que cette crise a commencé, le gouvernement est à la tâche. Nous avons travaillé pour ramener les choses à un niveau acceptable. Nous avons déjà gagné une partie de ce pari-là, ce qui est concrétisé dans la loi de finances rectificative. Nous avons une augmentation substantielle des recettes qui nous permet de faire face à l'essentiel des dépenses. C'est vrai que nous accusons encore des retards concernant certaines dépenses sociales, notamment les retraites et les bourses, mais nous travaillons sur ces chantiers pour que les choses reviennent à la normale. Le club de Brazzaville que nous avons lancé il y a quelques semaines est une opération d'envergure qui nous permettra de relancer l'activité dans notre pays. Il faut que nous soyons un peu patients. Nous espérons aussi que l'évolution au niveau global va nous aider parce que même si nous faisons prenons toutes ces mesures de relance de l'activité chez nous, mais si l'activité au niveau international ne repart pas, il nous sera difficile de récolter les fruits de ce que nous semons. Donc, un peu de patience, nous travaillons pour relancer l'activité. Vous voyez que d'ici là, beaucoup de chantiers vont encore repartir pour permettre d'embaucher des gens, d'améliorer la circulation. C'est extraordinaire ce que nous avons pu faire en dépit des difficultés. Vous avez vu qu'on a perdu 50% des recettes, mais on a quand même payé régulièrement les salaires. Ce n'est pas du tout rien. Beaucoup de gens sont surpris qu'on y arrive, mais c'est avec beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts des Congolais qu'on y arrive. Et nous allons continuer à travailler en ce sens et à soutenir nos compatriotes dans les efforts qu'ils fournissent pour aider le pays à rester la tête hors de l'eau. Le président est vraiment à la tâche. Le président instruit le gouvernement pour que le minimum soit garanti en dépit des difficultés. C'est ce que nous essayons de faire au niveau du ministère des Finances avec le ministre Kalis Ganongo pour que les dépenses essentielles qui concernent la santé, qui concernent les salaires, soient assurées. Il y a encore quelques difficultés que vous constatez sur le plan social. Nous allons faire les efforts. Dans le cadre du club de Brazzaville, qui est pourtant un club pour relancer l'activité économique et qui concerne les opérateurs économiques, le président a pensé au volet social et on a dégagé une somme de l'ordre de 20 milliards pour essayer de faire face aux dépenses sociales. Donc voyez-vous que le souhait du président, les pensées du président vont d'abord aux couches les plus défavorisées. Voilà pourquoi, en dépit des difficultés, on s'arrange à payer les salaires parce qu'on sait que derrière un salaire, c'est 10, c'est 15 Congolais qui mangent. Et les dépenses de retraite, nous faisons les efforts. Les bourses, nous allons faire les efforts pour qu'elles soient payées avec malgré tout les difficultés que vous connaissez, que tout le monde connaît par rapport à la situation économique actuelle. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et excellente soirée à tous. Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions.
bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes.